La semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zuglav Bolevski. Tout à fait, oui. Éternité furtive d'un siècle éphémère. Vous l'avez vu ? C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable. Vertigo. Le débat cinéma. Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Ils sont là, on le sait. Philippe Conjusti et Raphaël Wolf, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on y va, on fonce parce qu'on a un sacré programme. On a une Dune d'abord à gravir. Dune de Denis Villeneuve, c'est la sortie du jour, l'adaptation du livre culte de Frank Herbert, Dune par le réalisateur canadien de Premier Contact, Blade Runner 2049. Après la tentative d'adaptation par Jodorowsky, après le flop de celle qu'a signé et renié David Lynch en 84. Pour plus de détails, on vous renvoie à l'émission d'hier. On la refait pas. On en a largement parlé. Nous voici donc en 10191 sur Dune. La famille Atréide se voit confier par l'empereur qui dirige l'univers cette planète, Arrakis ou Dune, planète désertique mais très convoitée pour son épice qui procure des pouvoirs inouïs. Mais le cadeau est un piège et Paul, le fils unique des Atréides que certains soupçonnent d'être l'élu tant attendu, eh bien il va devoir sortir de sa coquille un peu et montrer ce dont il est vraiment capable s'il veut survivre et s'imposer face aux autres peuplades qui veulent sa peau et sa planète. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu ? Une croisade se prépare. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. On va se battre comme des lions. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire ? Au casting, Timothée Chalamet, Zendaya, ex-héroïne Disney depuis révélée dans la série Euphoria et devenue égérie d'une grande marque de cosmétiques, Jason Momoa, Monsieur Khal Drogo dans Game of Thrones, ou encore Javier Bardem, sont quelques-uns des artistes, des acteurs, actrices qui composent ce film réalisé par Denis Villeneuve qui a mis le paquet, 165 millions on dit. Alors, banco, Raphaël Wolf ? 1000 paquets pour réaliser la moitié de l'histoire qu'on connaît, d'ailleurs, oui. Si on a un peu en tête la version de David Lynch ou si on a lu le premier volet de cette saga. Écoutez, je vais le dire franchement, je vais me faire des ennemis, j'en attendais beaucoup, quoique j'avais quand même prévu une petite déception, que je me dis non, ça va être très très mauvais. Et je me suis retrouvé devant le film et j'ai trouvé ça vraiment pas du tout mauvais, mais terriblement ennuyeux. En fait, j'ai pas du tout réussi à accrocher au film, même si, de nouveau, quelque part, l'ambition et l'ampleur apportée par Denis Villeneuve, elle est là. Le film est gigantesque en termes de décor, en termes de spectacle. On est vraiment à fond là-dedans. Il y a quelque chose d'assez vertigineux de voir effectivement cette version-là aller quelque part jusqu'au bout de ce que certains avaient reproché au film de David Lynch, c'est-à-dire quelque part de trop compacter ou comprimer le film en donnant le livre en donnant l'impression d'une sorte de Reader's Digest un peu mal fichu. Alors là, on est vraiment dans une 2h30 bien longue où on sent que on va bien faire en sorte de balancer toutes les scènes du livre pour ne pas en rater une. Moi, le problème, c'est que j'ai eu assez vite la sensation d'une monotonie à la fois visuelle et narrative. Monotonie visuelle parce qu'on est dans une espèce de gris bleuté avec quelques petites touches oranges quand on est sur Arrakis. Mais enfin bon, ça donne pas beaucoup de couleurs. Pourquoi pas, mais tout ça appuyé par une sorte de design hyper brutaliste où tous les décors de toutes les planètes, de tous les univers se ressemblent, une espèce de gros blocs de béton. Alors, je peux comprendre, j'attaque pas, disons, la vision de Villeneuve, c'est juste qu'elle m'ennuie à mourir, et ça rejoint effectivement cette narration. J'ai l'impression que les scènes s'enquillent les unes après les autres sans vraiment valoriser des moments qui devraient être forts au niveau émotionnel. J'ai l'impression que les acteurs eux-mêmes, les actrices traversent le film un tout petit peu amorphe, sans trop savoir vraiment de quoi il s'agit ou quelles sont les scènes importantes à jouer. Bref, je me suis ennuyé à mort, quoi. Ouais, et quelque il part, manquait j'attends pas du d'épices tout. pas mal dans les narines. Non, et puis alors, désolé, mais le personnages. baron Harkonnen, qui est quand même un personnage qui pour moi devait être baroque, énorme, outrancier, là il est lisse. En fait, j'ai l'impression que tout est lisse, quoi. Tout a été lissé. Jusqu'à la musique d'ailleurs d'Hans Zimmer, que je trouve absolument infâme. Philippe Conjusti. Moi, j'aime quand c'est lisse. Pour le coup, ici. Je vais vous la ressortir celle-là.
Non, mais moi je trouve c'est un film d'effets spéciaux en fait, hein, c'est ça. Je veux dire, moi je me suis laissé emporter par justement la maestria des effets spéciaux. Enfin, Denis Villeneuve, il a jamais brillé par sa folie, quoi, et ça se remarque encore ici. Non, mais il a fait quand même des films qui sont un petit peu plus substantiels. Ouais, mais le premier contact, c'était extraordinaire. Ouais. Là, il se laisse bouffer par les effets spéciaux, je pense, tout simplement, tout ce qu'il n'y avait pas à disposition à Lynch ou autre à l'époque, tu vois. Et puis surtout, il y a ce film de Lynch qui existe, il y a celui de Jodorowsky qui aurait dû exister, où il aurait fait un truc complètement pop aussi, complètement dingue. Où est-ce qu'il se situe, lui, par rapport à ça? Donc, il est obligé de prendre sa propre Game voie. of Thrones, c'est... Non, mais il est dans une vision plus ethno, quoi, disons. Ouais, mais clairement. moi, c'est pareil, le côté image monochrome comme ça, je veux dire, quand c'est dans un Marvel, ça dérange personne, on trouve ça super. Ça et commence à déranger. ouais, justement. mais alors là, on vient l'attaquer là-dessus. Moi, je trouve qu'au contraire, cette image-là, elle sert le propos, elle sert tout le discours qui est derrière. C'est en gros, tant qu'on n'aura pas changé le paradigme, à savoir que c'est le fric qui dirige désormais la galaxie, on ira vers un monde qui sera noir, sombre, et voilà. Donc, Et vous avez cité Marvel, pardon, Philippe Conjustier, vous trouvez ça pas décevant qu'en face de Dune, en effet, me semble-t-il, un nouveau Marvel? Non, ça ressemble à un film de super-héros. Ah bah non, je trouve pas. C'est que moins ça ressemble- spectaculaire, Ça en tout ressemble cas. pas du tout à un film de C'est super-héros. quand même dommage. Bah il y a non, tel justement, on vient pas Il y a chercher. peu de scènes d'action. On vient pas, bah justement, Oui, tant ça- mieux, je trouve, Mm. quoi. Moi, je trouve plutôt bien cette option-là. Moi, je m'attache un peu au fond. J'aime bien, justement, quand on prend son temps. J'aime bien ce personnage qui sait pas vers quelle destinée lui attend, etc. Enfin, moi, j'aime bien aussi tout le cast. Je trouve que je me suis laissé embarquer, quoi, par Un la cast par la particulièrement masculin, avec des femmes qui soit sont terriblement soumises et en arrière-plan, soit des sorcières. C'est un choix assez... Non, mais C'est votre optique, hein, mais... c'est elle qui a le plus grand pouvoir, quoi. C'est assez étonnant en 2021. Non, mais ce qui est étrange quand même aussi dans le film, c'est qu'il y a des pistes qui sont abordées. Alors de nouveau, je vais pas comparer obligatoirement le film à celui de David Lynch dont je vais parler après, parce que ça va être mon conseil, mais on voit par exemple au début la question de la voix, parce qu'elle est très importante, hein, la voix qui tue. On sait que le protagoniste, donc Paul Atreides, a une capacité aussi à gérer sa voix, apprendre comment manipuler sa voix de façon à pouvoir contrôler l'esprit des autres, mais aussi pouvoir tuer éventuellement. Et cette piste, par exemple, elle est abordée, pied du dé, on abandonne un peu le truc. Il y a tout un univers aussi de télépathie qui est pas traité dans le film, mais quand même par petites touches. Enfin, on a l'impression qu'il va pas jusqu'au bout. Ça viendra peut-être après, c'est ouais, ça le mais problème, bon, quoi. moi, le problème, c'est quand on me dit ça vient après. Le problème, c'est que déjà, on attend le succès de ce film pour voir la suite. C'est le vrai reproche que je lui fais, c'est qu'à la limite, il aurait dû prendre le parti pris d'un Lynch, c'est-à-dire en 2h30, je vous raconte tout, et puis terminé. Là, d'un seul coup, il y a du rythme, on va beaucoup plus vite, quoi. C'est peut-être le seul défaut du film. Et Timothée Chalamet vous a convaincu? Ouais. Vraiment. Il y a quand même un regard de Mérou, quoi. Mais non, mais si. pas son regard de Mérou. Non, mais c'est pas possible. Ben non, moi je trouve qu'il il a une partition à jouer, puis il la joue très bien, quoi. Qu'est-ce que, je sais pas. Et Rebecca Ferguson, qui joue sa mère, donc. Mais moi j'aime beaucoup, mais de nouveau, elle n'a pas grand-chose à jouer, quoi. On voit une mère qui est à la fois assez consciente quand même de l'avenir de son fils et qu'elle essaie de l'accompagner. Enfin, quand même, en plus, cette relation mère-fils, elle est fondamentale, hein, il me semble, dans le texte. Oui. Là, on la voit, elle prend quand même le centre, mais le problème, c'est que je trouve que ça manque de scènes fortes, quoi. Il y a des scènes qui doivent se détacher, là. Bon, je vais pas révéler, mais bon, a priori, on est censé connaître l'histoire ou pas? On spoil. On a tous lu au moins le premier. Enfin, la mort d'un personnage important, on m'a reproché sur Twitter de l'avoir annoncé, mais la mort d'un personnage fondamental qui arrive à un moment du récit, pour moi, la réaction de Paul et de Jessica, donc sa mère, passe complètement à côté de la plaque, quoi. Moi, je ressens absolument pas le moment où ces personnages-là ressentent ces disparitions, et pour moi, c'est fondamental pour que je puisse sentir que simplement les personnages sont là et que le film incarne aussi cette histoire, et je trouve que c'est complètement désincarné. C'est peut-être joli à regarder, mais c'est désincarné. Dune de Denis Villeneuve est en salle désormais, 2h30, peut-être premier d'une série de Dune. À vous de vous faire maintenant votre opinion. Ouais. Changement de décor. Les amours d'Anaïs, on en a parlé juste avant, de Charline Bourgeois-Taquet, tout autre genre, donc un marivaudage contemporain sur fond de Saint-Germain-des-Prés et de plage bretonne entre Anaïs, trentenaire, en fin de thèse, portant sur la passion au XVIIe siècle, qui ne veut ni enfant ni responsabilité. Elle suit son désir, donc qui la conduit vers un homme de l'âge de son père, mais c'est pour sa femme qu'elle se prend de fascination, une écrivaine à succès. Bonjour, je suis Anaïs. Ah oui, Anaïs. Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. D'accord. Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie. Vous voulez pas qu'on se promène? Vous écrivez sur quoi? C'est indiscrète.
Donc Anaïs de Moustier, Valéria Bruni-Tedeschi, Denis Podalides, entre autres dans ces Amours d'Anaïs, réalisés par Charline Bourgeois-Taquet, qui était notre invitée juste avant. Votre avis, Philippe Conjusti? Moi c'est simple, on enlève Anaïs de Moustier de ce film, il n'y a plus de film, quoi. Je trouve qu'elle a une partition très casse-gueule, un rôle casse-gueule, parce que c'est une tornade en fait, cette femme, elle est tout le temps en mouvement perpétuel, et il y a presque un danger pour le spectateur d'avoir un rejet, quoi. Et comme elle dose très très bien justement cet effet je suis en mouvement, je suis une tornade, etc. Eh bien, ça passe et on a de l'empathie pour elle. Moi, je trouve une vraie belle comédie sentimentale sur non pas la crise de la trentaine, mais l'angoisse de la trentaine, ce qui est un petit peu différent de mon point de vue. Et je trouve qu'effectivement, Anaïs, elle est sublime là-dedans. Et j'aime beaucoup l'association Anaïs de Moustier, Valéria Bruni-Tedeschi, parce que c'est vraiment deux opposés, enfin, à la fois physiquement, évidemment, puis aussi dans le caractère, et même dans la manière de jouer, dans la manière dont elles sont comportées sur le plateau de tournage. Enfin, je sais pas si vous en avez parlé avec la réalisatrice, mais enfin, c'est deux manières de travailler complètement différentes, et je trouve que cette idée-là est brillante. Et c'est vraiment l'exemple pour moi type d'une court-métragiste qui passe au long-métrage. Donc Charline Bourgeois-Taquet, qui a fait 2 cours avant. Ouais, exactement. Et elle a senti qu'il y avait un truc qui s'était passé avec Anaïs de Moustier sur le précédent. Paulina Service, ça s'appelait. Et puis elle s'est dit, je vais faire le long avec elle, mais évidemment, elle a eu la bonne idée de ne pas tirer en longueur un court-métrage, mais de proposer un peu autre chose. Et je trouve qu'elle réussit vraiment haut la main, quoi. Et pour vous, Raphaël? Oui aussi, même si je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire le film n'existerait pas sans Anaïs de Moustier, mais il n'existerait pas non plus s'il y avait une cinéaste qui savait l'observer comme cette cinéaste sait l'observer. Parce que de nouveau, moi je peux être fasciné par des films justement qui sont totalement ancré, focalisé sur un personnage et en l'occurrence une comédienne ou un comédien. Mais pour ça, évidemment, il faut un talent de regard. Et là, je trouve que le film m'emporte très loin tout de suite parce qu'on est deux fils dans une caméra qui sait exactement comment capter et comment filmer l'énergie, la vivacité d'Anaïs de Moustier. De nouveau, on parle de son personnage, mais quand même, voilà, c'est une comédienne qui apporte tout ça à son personnage. Dans le montage aussi, on a l'impression, moi j'ai beaucoup aimé, apprécié le fait que, surtout dans la première partie, on a l'impression que les scènes sont légèrement avorté par le montage, c'est comme si on coupait un peu avant de laisser traîner jusqu'au bout, et ça montre bien aussi, ça donne vraiment l'énergie, ça fait ressentir l'énergie de ce personnage qui se cherche, qui est complètement effectivement fluctuant. On n'arrive pas à la saisir, elle-même n'arrive pas à se saisir. Il y a à la fois des velléités professionnelles qui changent sans arrêt, au-delà du désir. Enfin, ça touche à beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup entendu aussi le côté, on dirait un peu un film à la Rohmer, mais Rohmer n'aura pas, je pense, n'a pas eu cette vivacité de mise en scène. Il est beaucoup plus posé, plus littéraire. Là, je trouve que c'est quand même un sacré film cinématographique à ce niveau-là. Et puis, vous parliez de Valéria Bruni-Tedeschi. Moi, j'avoue que le moment, quand même, on va dire quoi, c'est une bonne demi-heure où il y a quelque chose qui se passe et advient un peu langoureux, qui est retenu, qui est vraiment d'une sorte de flottement comme ça entre ces deux comédiennes et les deux personnages, m'a complètement subjugué. Et puis alors, on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est facile. Moi, je commence à en avoir marre parfois de voir des scènes où des comédiennes dansent ou des comédiens dansent sur une chanson connue. Mais là, le moment où il y a le Bette Davis Eyes de Kim Carnes et qu'on voit Valéria Bruni-Tedeschi et Anaïs de Moustier danser là-dessus, je trouve que c'est d'une sensualité mais invraisemblable, vraiment. Valéria Bruni-Tedeschi comme réveillée par la flamme. Mais c'est beau. Anaïs de Moustier. Voilà votre avis sur Les Amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Taquet. Allez, tout autre genre encore. La pacifiste Gertrude Walker, une héroïne oubliée. C'est l'histoire d'une femme née à Berne en 1878 qui voulait faire de la recherche scientifique à une époque où on demandait aux femmes de bien faire la cuisine et les enfants. Alors elle a étudié en cachette et elle est devenue l'une des premières femmes professeures de sciences en Europe. Recherche brillante, conviction solide aussi, mettant en garde contre le pouvoir destructeur des sciences si elles ne sont pas encadrées par des valeurs, par une éthique, par un pacifisme. C'est l'histoire d'une femme célibataire, intellectuelle, pionnière dans les sciences et dans le combat pour la paix et pour les droits des femmes. Une femme tellement incroyable qu'on a fini par la faire passer pour folle et l'interner. Son nom, donc, Gertrude Walker. Dr. Fräulein Gertrud Walker wird die erste Dozentin für Chemie im deutschsprachigen Raum. Gegen die Erteilung des Lehrauftrags haben wir nichts einzuwenden. Dagegen müssen wir uns dem Zuspruch des Dozentenhonorars widersetzen. Was sie immer wieder sagt, sie haben versucht, mich zum Schweigen zu bringen und es ist ihnen nicht gelungen.
La pacifiste Gertrude Walker, une héroïne oubliée, c'est un documentaire suisse de Fabien Chiquet et Mathias Affolter. Qu'en avez-vous pensé, Raphaël Wolf ? C'est assez passionnant déjà simplement de découvrir cette histoire, quoi. Moi je trouve ça quand même assez génial de pouvoir aujourd'hui aussi voir de plus en plus de films qui relèvent, ressuscitent, exhument des figures aussi essentielles, souvent d'ailleurs heureusement féministes ou féminines, puisque justement on voit à quel point toutes ces figures-là ont été oubliées ou oblitérées par l'histoire. Le film lui-même est assez, je trouve très bien construit parce qu'il y a un vrai suspense aussi. On voit la Première Guerre mondiale arriver, la Deuxième Guerre mondiale, et cette association que je trouve assez intéressante entre le combat féministe et le combat pacifiste. On a vraiment une adjonction de ces deux combats qui provoque quelque chose de tout à fait pertinent. Elle a travaillé dans la chimie surtout, donc on voit à quel point effectivement les premières armes les armes chimiques produites pour la Première Guerre mondiale prennent une importance absolument dingue. On voit quelque part de nouveau, c'est un peu binaire comme ça dit par le film et par moi-même, mais que effectivement la force de destruction qui est souvent masculine est contrée par justement l'intelligence et éventuellement, alors c'est pas pour dire que les femmes sont toutes douces, mais enfin quand même il y a un contraste à ce niveau-là que je trouve assez intéressant. Attention, c'est la minute hyper féministe de Raphaël Wolf, s'il vous plaît, prenez Non, des c'est ma notes. part féminine qui parle, je dirais plutôt ça. Non, mais c'est juste que c'est quand même invraisemblable de dire que la violence qui s'est appliquée à cette femme simplement pour son combat, vous le disiez, enfin qu'on la traite de folle, qu'on l'interne, enfin je sais pas, il y a un moment où on se dit mais quand même c'est fou que ça soit passé il y a à peine encore un siècle en arrière ou moins, enfin et ces histoires-là, elles concernent à peu près vraiment pas que cette femme-là, quoi. Il y en a plein des exemples, que ce soit dans le cinéma et tout, voilà. Il y a juste un truc qui me chiffonne un tout petit peu, enfin c'est pas que ça me chiffonne, ce film est très beau parce qu'en fait il restitue aussi les parts d'archives qui n'ont pas pu être trouvées avec des dessins en animation, quoi. C'est très bien fait, c'est très beau à regarder, mais ça amène aussi le film vers la fable, et je me pose la question simplement en termes de sens, en quoi est-ce que cette esthétique digne de la fable apporte quelque chose à cette histoire. Je peux le comprendre pour d'autres documentaires qui abordaient des sujets comme la guerre en ex-Yougoslavie ou d'autres en Suisse, et là je vois pas tellement en fait l'intérêt, même si c'est très très bien fait. Il y a un côté un peu pétillant comme ça, et moi je me suis posé la question aussi, je me suis dit mais sans doute que cette femme était un peu pétillante, quoi, finalement, et c'est une manière de lui rendre un petit peu hommage à ce caractère, quelque part, cette forme-là. Moi j'adore la forme, je suis subjugué dans un premier temps en disant ah chouette, enfin on a quelque chose un peu original, quoi. Un peu audacieux dans la forme aussi. Ouais, c'est pas du documentaire classique avec images d'archives, d'ailleurs il doit pas en avoir des tonnes. Non, mais il y a des photos, on retrouve des photos comme ça, mais on a toujours les interviews face caméra, etc., ou in situ. Là il y en a, mais là aussi on essaye d'avoir une forme un petit peu différente. Moi j'aurais adoré rencontrer cette femme-là de son vivant, vraiment, parce que je pense que j'aurais été subjugué aussi par son discours, par son état d'esprit, quoi. Je suis complètement choqué par le fait qu'on la mette à l'asile, par exemple. Je me dis mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, ce que je retiens, c'est que elle a été victime de la jalousie des hommes, finalement. Ouais. Enfin, c'est juste ça, quoi. Et donc il a fallu qu'elle se batte tout au long de sa vie pour essayer d'obtenir des miettes, quoi. Quand elle obtient un laboratoire dans son université, on lui trouve le plus petit possible, et quand elle demande un peu d'argent pour faire ses recherches, non, il n'y a pas de budget, c'est bon. Mais pourtant, on respecte quand même ses trouvailles et ses travaux, quoi. Mais on veut pas d'elle, quoi. Et même au sein même de sa famille, on la traite de folle, quoi. C'est un peu le sujet tabou dans la famille. Son arrière-petite-neveu, je crois. On n'a jamais parlé d'elle dans la famille. On l'a traitée de dingo, et puis voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et donc même là, je me dis mais même parce qu'elle avait écrit une lettre. Parce qu'elle avait écrit une lettre à Kennedy. Ça commence comme ça. Hein. Exactement, quoi. Elle a écrit une lettre pour dire moi je suis contre la bombe nucléaire, etc. Elle se pose même aussi la question que tous les scientifiques doivent se poser quand on fait des trouvailles. Quelle est la responsabilité du scientifique par rapport aux recherches que l'on mène, quoi. Et c'est des fois des questions que les scientifiques ne se posent pas. Elle se les posent. Ou trop tard, ouais. Trop tard, exactement. Elle était assez avant-gardiste à ce niveau-là, justement. Vraiment, quoi. Une vraie rebelle. Et franchement, moi je la connaissais pas du tout. Et j'encourage vraiment les gens à voir ce film-là, quoi. Ah ben voilà, la pacifiste Gertrude Walker, une héroïne oubliée, documentaire suisse de Fabien Chiquet et Mathias Affolter. C'est donc un coup de cœur de votre part à tous les deux. Et bien justement, on continue sur la série des coups de cœur. Raphaël, on va parler de Dune. Qu'est-ce que c'est ça, Dune Comment ça s'écrit? Non mais ni d'une ni deux. C'est non, ça. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je vais me faire des ennemis, mais je continue. Hein. Allez-y, Dune de David Lynch. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Ah
C'est ça, Dune. Voilà, ça me disait bien quelque chose. La version Lynch, sortie en 1984, donc du roman de Frank Herbert, avec Kyle MacLachlan dans la peau. Entre autres, de Paul. Oui, Jürgen Prochnow, enfin Max von Sydow. Alors là, le casting me fascine un peu plus que la version de Villeneuve. Non, écoutez, j'ai eu envie de le revoir, ça faisait longtemps. Je crois que j'avais vu le film déjà à sa sortie, je devais avoir 11 ans, j'avais rien compris effectivement. Donc les gens me disaient, mais tu vas détester. Non, j'avais quand même trouvé le film étrange, mais il m'échappait. Non, mais pas mal de cauchemars après. Mais oui, mais justement parce que le baron Harkonnen était dégueulasse, c'était une espèce de gros vicieux, purulent, enfin il y avait un côté gore en plus avec des moments où il allait littéralement aspirer le sang de jeunes éphèbes, enfin il y avait quelque chose de poisseux, des têtes coupées, enfin vraiment quelque chose de palisse, de rugueux qui appartient à l'époque, qui m'avait quand même saisi, et j'ai juste eu envie de le revoir, je le revois de temps en temps tous les 5 ans, mais là je l'ai revu il y a 5 jours, et j'étais quand même alors effectivement fasciné par le film quoi, et alors oui, il est bancal, oui les effets spéciaux sont foireux, oui, Sting, ça va pas, quoi. Il y a plein de défauts, on est tout à fait d'accord, mais il y a une force, un souffle, quelque chose qui émane de cette vision-là, qui a été castrée, clairement. Lynch n'a pas fait le film qu'il aurait voulu faire, mais il y a une vraie esthétique, il y a un côté psychotrope, il va très loin dans l'idée que l'épice, c'est quelque chose, justement, une substance digne presque de l'opium, vous en parlez hier, quelque chose qui rejoint aussi un messianisme assumé jusqu'au bout, même si c'est pas comme dans le texte, mais moi ça me fascine, c'est une vraie vision. Il y a un souffle épique, il y a un souffle shakespearien dans ce récit, la musique même. C'est Toto, mais c'est surtout Brian Eno. Il y a un thème qui est absolument majestueux. Voilà, moi c'est un film qui me touche parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment là pour le coup incarné et que Kyle MacLachlan c'est quand même mieux que Timothée Chalamet. Voilà, c'est tout. Ça sera dit de votre part, Raphaël Wolf. Petit détail, excusez-moi, j'ai quand même vérifié pour le bid, ça a été un bid partout sauf en France. Il a fait 2,3 millions, je crois, d'entrées à l'époque, comme quoi, c'est marrant. Dingo. Dune de David Lynch en DVD et sur les plateformes. Votre coup de cœur à vous, Philippe Conjusti, c'est Robuste de Constance Meyer. Alors, ça narre la relation inattendue qui va se tisser entre une star de cinéma vieillissante, incarnée par une star de cinéma vieillissante, non par Gérard Depardieu, et une jeune agente de sécurité jouée par Deborah Lukumena, qui avait reçu les Césars de la Révélation et la meilleure actrice dans un second rôle, en 2017 pour Divine, exactement. La voici donc dans Robuste. Et il n'y a pas d'extrait. Vous voyez, je fais des gestes, je m'énerve vers Marc Frochot. Mais vas-y, lance la bande-annonce. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le film sortira beaucoup plus tard. Ils n'ont encore pas eu le temps de fabriquer une bande-annonce. Le film, on peut le voir au FFFH de Bienne qui démarre ce soir. Je ne l'ai pas choisi uniquement parce qu'on peut le voir à Bienne, mais simplement parce que j'avais envie de tendresse, envie d'un film émouvant, un film touchant comme ça. C'est vraiment la rencontre entre... il avait envie de tendresse. Ben oui, on en manque sérieusement, je trouve, dans ce monde de brut. Et là, typiquement, on a deux solitudes qui se rencontrent dans ce film-là, deux corps aussi qui se rencontrent. C'est vraiment très très beau. L'acteur vieillissant Depardieu, il joue pas, c'est Depardieu, on l'imagine tout à fait comme ça. Il est un type qui a besoin d'être materné dans ce film-là. Et puis pas de bol, son assistant part en vacances pendant 15 jours. Faut trouver quelqu'un, quoi. Et cette personne, c'est cette Deborah Lukumena qui a fait de la lutte et bosse comme agent de sécurité. Et donc au départ est très timide et ils apprennent un petit peu à s'apprivoiser. Il y a une relation qui se noue entre les deux, qui est faite effectivement de compréhension mutuelle. Chacun comprend l'autre, ses problématiques, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans ce film-là, dans cette relation-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le voir effectivement au FFFH de Bienne ce vendredi, mais pas seulement, il sortira prochainement dans les salles de Suisse romande. Voilà, donc ce vendredi 17 septembre à 20h45 au Lido de Bienne, et pour tous les autres, eh bien, en 2022, a priori. Ouais, plutôt, c'est ça. Ou 23 voilà. ou 24. Mais non. Plus vite de 23, 24, 27, je sais pas. Vous allez loin. En tous les cas, merci beaucoup à vous deux, Philippe Conjusti, Raphaël Wolf, pour ces choix cinéma et ce débat. Comme vous le savez, demain, c'est la journée suisse de la musique. Vous le savez bien, Raphaël Wolf, d'ailleurs. Oui, demain, c'est vous à l'antenne. C'est vous qui allez faire une spéciale journée suisse de la musique. Avec plaisir. Allez, un avant-goût avec Caroline Alves qui sera en concert demain, donc à cette occasion, à l'affiche de l'événement We Love Swiss Music à Fribourg. Vertigo,